C'est une affaire qui remonte à bientôt 20 ans et qui est une application des traités qui considèrent que, des traités européens, qui considèrent que les valeurs fondamentales de l'Union européenne, c'est la liberté de circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes. Dans la logique européenne, les personnes, ce n'est pas les touristes, c'est les travailleurs. Donc, ces quatre libertés, entre guillemets, constituent un bloc qui, d'ailleurs, a été opposé à la négociation, lors de la négociation entre David Cameron et l'Union, et les concessions qu'il a obtenues. On ne peut pas avoir la liberté de circulation des capitaux si on n'a pas aussi la liberté de circulation, entre guillemets, des travailleurs. Alors, donc, on a assisté à des mouvements de population très importants, et notamment un flux significatif de travailleurs des pays de l'Est européen, Pologne, Roumanie, etc., intracommunautaires, qu'il ne faut pas confondre avec les réfugiés économiques des pays extracommunautaires et puis les réfugiés tout court, venant des zones de guerre, de Syrie, d'Irak, d'Afghanistan, etc., etc. Tout ceci, pour l'opinion, c'est des étrangers quand même. Et c'est une des causes du succès du Brexit, de tout mélanger. Alors, la Commission avait fait adopter une directive en 1996 qui disait en gros ceci. Un ressortissant d'un pays A, mettons la Pologne, qui travaille dans un pays B, mettons la France, perçoit en France le salaire minimum français, mais les cotisations sociales ne sont pas gérées en France, mais sont gérées dans le pays d'origine. Or, les cotisations sociales sont très différentes d'un pays à l'autre. Elles peuvent aller de 10 à 12% à 41%. Donc, c'est ainsi mis en place une sorte de concurrence sauvage entre travailleurs importés d'un pays membre de l'Union européenne, mais coûtant beaucoup moins cher aux employeurs que la main-d'œuvre française. C'est la figure du plombier, sauf que le plombier, en général, c'était un artisan, alors que là, il s'agit de gens qui sont salariés dans un pays, le pays A. Alors ça, c'était sur le plan théorique, mais en fait, on a vu d'abord, ça a provoqué des rivalités considérables, souvent au niveau de chaque entreprise. Puis ça a provoqué une fraude massive. On estime en France officiellement 400 000 travailleurs détachés. Il y en a en tout, d'après les chiffres de l'Union européenne, à peu près 2 millions dans l'Union européenne, 1,9 million. Alors, ceci a évidemment provoqué beaucoup de protestations. Et la Commission européenne, qui lit toutes les semaines ou tous les mois les eurobaromètres, sait très bien que les politiques européennes sont rejetées majoritairement par les citoyens. Et le Brexit n'a pas arrangé les choses, n'a fait que le confirmer. Donc, a entrepris une réforme de la directive, de cette fameuse directive de 1996 sur les travailleurs détachés. Et poussé par la France, la Belgique et l'Allemagne, qui sont les 3 pays qui reçoivent le maximum de travailleurs. Alors cette réforme, ce projet de réforme, parce qu'il est violemment combattu par les pays d'Europe de l'Est et par le patronat. Le patronat qui est, en l'occurrence, archi pro-immigration. Et on le comprend, parce que ça permet de mettre en concurrence des travailleurs ayant des statuts différents. Alors le projet comprendrait notamment ces clauses. C'est pas encore, la directive n'est pas encore, au moment où nous parlons, déposée officiellement. D'abord, il s'agirait non seulement de verser aux travailleurs détachés, expatriés, le salaire minimum, mais également tous les autres avantages qui peuvent être décidés au niveau d'une branche ou d'un secteur, le 13e mois, une allocation pour le déplacement, des primes, etc. Tout ceci, il devrait y avoir égalité absolue entre un travailleur détaché
et un travailleur, un ressortissant national. Il y aurait également une limitation dans le temps de travailleurs détachés, à 2 ans. À partir du moment où on s'installe, on n'est plus détaché. Donc ce n'est pas une abrogation de la directive, hein, c'est un simple aménagement. Et on voit que, sensible écoutant un petit peu ce que disent les électeurs à droite et à gauche, et notamment ceux qui votent pour l'extrême droite un peu partout maintenant, Valls est sorti un peu du trou et a dit « il faut changer cette directive, sinon nous on ne l'appliquera pas ». Ce qui est quand même assez osé de la part du Premier ministre d'un gouvernement. Il est parfaitement capable de le faire si ses intérêts électoraux lui rendent profitable, en tout cas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que l'Europe sociale dont on nous avait parlé dès 1994, que nous attendons toujours, c'est un peu l'Arlésienne, l'Europe sociale. L'Europe sociale réapparaît comme un thème à ne pas complètement négliger ou à traiter comme une pièce rapportée. Et aussi bien ce combat français, allemand et belge, entre autres, pour la directive, c'est aussi un élément de politique intérieure pour la France, qui a beaucoup de travailleurs détachés, mais la Belgique en a davantage proportionnellement. Donc le sort de cette directive sera un excellent indicateur des tendances vers une Europe sociale qui n'en finit pas de ne pas arriver. Sur le fond, c'est bien, indépendamment des considérations politiciennes. Sur le fond, c'est bien de ne pas appliquer la directive. Si ça a en plus une dimension politique, c'est secondaire. Mais déjà, Cameron avait ouvert la voie. Il avait tenté, en février dernier, d'obtenir un paquet de concessions de l'Union européenne qu'il ensuite brandirait devant les électeurs britanniques en disant « voilà, j'ai gagné, j'ai obtenu ça, ça ». Et déjà, il y avait des dérogations, pas à la lettre des traités, mais à leur esprit. Et il avait réussi à montrer qu'un pays, évidemment dans le cas du Royaume-Uni, un pays important, peut unilatéralement faire des choses ou menacer de s'en aller. Bon, là, tout ce qu'il a obtenu, ça tombe à l'eau, c'est remis dans le paquet commun. Mais Valls, finalement, nous sommes valsiens dans ce contexte. S'il le fait, ou même le fait simplement qu'il menace de le faire, ce qui est archi mal vu à Bruxelles, en disant comment est-ce qu'il ose dire ça, un Premier ministre qui devrait être le premier à respecter les directives, les lois, etc. Oui, c'est bien, et peut-être que l'autre le feront. Je ne pense pas que la posture de Valls n'est pas bien vue à Berlin. Mais le fond, oui, parce que l'Allemagne a fort à faire avec non seulement ses réfugiés, ses travailleurs détachés, mais venant de l'Est, mais aussi et surtout avec le million de réfugiés qu'elle a accueillis au cours des 12 derniers mois. Il y a beaucoup de gens qui s'est interrogé sur les motivations réelles de Merkel, parce que ça ne correspond pas disons, au ressenti de son propre parti, la CDU, et encore moins de la CSU bavaroise, qui est beaucoup plus à droite. Donc, il y a dans la politique d'Angela Merkel, il n'y a pas que des considérations, c'est une opinion personnelle, hein, je pense, il n'y a pas que des considérations économiques. C'est évident que le patronat a encouragé les flux de réfugiés. Il y voit, à juste titre, d'une part, un substitut à des populations germanophones allemandes qui vieillissent. L'Allemagne est un des rares pays dont la population baisse.
et il serait remplacé au prix de beaucoup de difficultés par d'autres personnes, d'autres nationalités. Ça, c'est une logique générale. Le patronat est favorable à tout ce qui précarise le salariat. Mais par ailleurs, il y a aussi une dimension, je crois, appelons-le comme ça morale. Fille de pasteur, ayant été élevée en Allemagne de l'Est, elle considère en conscience que ce qu'elle a fait est bien. Elle tire son parti, elle le tire en avant, et pourtant il résiste. Donc, faire la part entre ces deux motivations, c'est difficile, mais il n'y a pas que de l'économique dans la démarche de Merkel.